On va passer à la troisième intervention avec Monsieur Moreau, qui arrive de Paris donc ce matin, qui est le directeur du service observation et statistique du ministère de l'Environnement. Donc bienvenue à Vannes. Donc juste pour introduire la présentation, donc pour exemple, le GIP Bretagne Environnement, dans le cadre de son observatoire de l'énergie, utilise tous les ans des données du SES et on ne peut pas produire notre bilan régional énergie sans ces données-là. Donc ça, voilà, c'est juste pour illustrer le fait que le SES, bon certes, produit de la donnée, produit aussi des connaissances, mais aussi produit de la méthodologie, puisqu'il y a des documents, notamment des indicateurs de développement durable pour les territoires, qui sont diffusés sur votre plateforme Internet. Donc voilà, le SOS comme outil utile au territoire. Je vous laisse présenter. Écoutez, merci beaucoup, merci pour votre invitation. Donc effectivement, je suis donc Sylvain Moreau, donc je suis ici le représentant de la statistique publique. Donc j'ai un diaporama quelque part, et en fait l'objectif là de ma présentation, c'est de vous sensibiliser et présenter ce qu'est la statistique publique et ses enjeux par rapport à l'observation et par rapport au territoire. Donc rapidement. Je passe sur le plan. Le SOS, donc alors le titre est important, l'intitulé est important, service de l'observation et des statistiques. Alors c'est un service statistique ministériel. Rapidement, pour tous ceux qui ne sont pas familiers de la façon dont l'administration française et plus particulièrement la statistique publique est organisée, la statistique publique en France est organisée avec un service central, l'INSEE, que vous connaissez tous, et des services dans chacun des ministères qui ont été créés il y a quand même assez longtemps, à l'origine, enfin pour deux raisons à l'origine. D'une part, pour rapprocher la culture statistique des ministères, donc diffuser peut-être une culture du chiffre au sein des ministères. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi était de se dire qu'on pouvait, étant plus proche des sources gérées par les ministères, travailler sur des problématiques qui ne relevaient pas forcément d'un niveau plus national. Donc c'est donc ce service statistique ministériel, en fait c'est le service statistique de deux ministères, le ministère donc de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, et aussi du ministère de l'égalité des territoires et du logement, parce que bon, il a été créé en 2007, au moment où le grand ministère a été créé, donc c'est un service du commissaire général au développement durable. Donc il y a une double tutelle, donc double tutelle des deux ministères, mais double tutelle en tant que service statistique, c'est-à-dire que on appartient au réseau de la statistique publique, donc on dépend aussi quelque part de l'INSEE, et il y a une coordination de la statistique publique qui se fait au niveau de l'INSEE, notamment sur le partage des travaux entre les différents ministères. Enfin, pour donner un exemple sur le domaine qui nous occupe, parce qu'on s'occupe aussi de logement, il y a un partage des rôles entre ce que fait l'INSEE et ce que nous faisons sur le logement. C'est très clair que, par exemple, l'INSEE fait actuellement enquête logement, avec nous travaillons plus sur les sources géré par le ministère de l'égalité des territoires et du logement. Sur l'énergie, typiquement, nous travaillons de façon très proche avec les acteurs de l'énergie au sein du ministère, et à l'INSEE, il y a tout ce qui est chiffres macro sur les productions d'énergie, les industries qui produisent et qui distribuent l'énergie. Donc là, typiquement, il y a une répartition des rôles qui est parfois un peu délicate, parfois sujet de l'histoire, et qui, de toute façon, est forcément évolutive. C'est aussi une autorité statistique nationale, donc il y a une reconnaissance d'Eurostat de notre existence, c'est-à-dire qu'en ce sens que c'est nous qui sommes responsables de tous les rapportages, parce qu'une grande partie de notre activité est soumise donc à des règlements et des directives européennes, et c'est nous qui transmettons sur nos domaines, les domaines sur lesquels nous travaillons, c'est-à-dire énergie, environnement, logement et transport, qui assurons donc tous les rapportages européens, et donc nous sommes de ce fait, notamment les rapportages européens sont faits parfois à la demande de la Commission, et donc nous assurons de fait une courroie de transmission entre les directions métiers au sein du ministère et l'Europe. Typiquement, nous appartenons à la sphère statistique publique, donc nous avons des droits et des devoirs. Et donc tout ça, c'est donc quelque chose qui a été institué lors de la promulgation de la loi de 51, qui est vraiment la loi fondatrice pour tout ce qui est le fonctionnement de la statistique publique. Alors les droits, c'est-à-dire que bon, nous avons accès à tout un tas de sources, donc à tout un tas de données individuelles. Aussi, nous avons accès de droit à toute source administrative, y compris les sources fiscales, toutes les sources tirées par le ministère, de droit, nous y avons accès.
Parfois, l'accès est un peu difficile pour des tonnes de raisons, mais de droit, nous y avons accès. Et devoir, c'est que nous sommes soumis forcément à un droit de réserve. Donc, nous signons d'ailleurs un engagement de confidentialité quand on travaille dans un service statistique, quelle que soit d'ailleurs sa formation. Hein. Parce que beaucoup de gens qui travaillent dans les services statistiques sont aussi des gens qui viennent de l'INSEE, qui appartiennent au corps de l'INSEE, mais dans les services statistiques, il y a aussi d'autres agents qui ont d'autres formations, qui appartiennent à d'autres corps. Typiquement, au SOS, il y a des gens qui sont des ITPE ou qui sont des thématiciens de l'environnement. C'est un jeune SSM, donc il a été créé en 2007, mais il a été créé par fusion de 3 services statistiques ministériels qui existaient précédemment. L'IFEN, je pense que beaucoup parmi vous connaissent, donc l'Institut français de l'environnement, qui a disparu à ce moment-là, mais qui reste basé à Orléans, donc le service est BICIT, du SESP, qui était donc le service statistique du ministère de l'Équipement, donc qui s'occupait de logement et de transport, et de l'Observatoire de l'énergie. Donc ces trois services ont donc fusionné pour créer donc le SOS, mais pas complètement. C'est-à-dire que notamment en ce qui concerne l'équipement et l'Observatoire de l'énergie, il y avait une partie production statistique, observation, collecte, donc mise à disposition de chiffres, voire d'études vraiment de premier niveau. Et puis il y avait aussi une partie évaluation de politique. Les parties, tout ce qui est évaluation de politique, pour l'Observatoire de l'énergie, sont restés à Bercy. Et pour l'ex-équipement, font partie d'un autre service du commissariat qui s'appelle le CEID, qui donc a une partie évaluation et une partie aussi aide au développement des politiques. En fait, en plus, qui plus est, donc, la fusion de ces 4 services, ces trois services qui avaient des cultures extrêmement différentes. Notamment le SESP, donc l'équipement, c'était un service statistique donc, qui produisait des enquêtes. En l'occurrence, il y avait l'enquête annuelle d'entreprise, donc des enquêtes très lourdes, qui travaillaient sur les fichiers fiscaux, donc la production statistique lourde, comme on peut la faire à l'INSEE, donc avec une culture très taylorienne, très formalisée sur la façon dont on gérait le chiffre, et donc produisant des statistiques nationales, donc avec les délais qu'on connaît, etc. Et à l'inverse, de l'autre côté du spectre, il y avait l'IFEN, qui était, alors je ne sais pas, parce que peut-être de son côté passé très environnementaliste, donc était plutôt sur l'aspect observation, c'est-à-dire c'est d'ailleurs toujours des thématiciens, donc spécialistes d'un domaine. À l'IFEN, il y a des gens qui sont spécialistes de l'air, de l'eau, de la biodiversité, et donc qui, eux, analysent donc toutes les données, donc travaillent avec les différents observatoires, souvent des observatoires nationaux, souvent des services, parfois des services du ministère comme l'ONEMA, etc., récoltent donc les données issues de ces dispositifs d'information et essaient à partir de ces données, de voir ce qu'on peut en dire et quelle réalité on peut décrire à partir de ces données. Donc 2 cultures complètement différentes. C'est d'ailleurs pour ça que le service s'appelle Service de l'observation et des statistiques, parce que, pour tout vous dire, l'intitulé du service en tant que tel n'est pas très parlant sur les domaines sur lesquels le service travaille. Et donc, ça me paraît d'autant plus intéressant que je pense que toute la problématique auquel la statistique publique va être confrontée dans les années qui viennent va être justement ce partage entre la production statistique lourde avec de fortes enquêtes et l'observation, donc l'analyse de données externes produites par d'autres acteurs. Non, c'est de côté. Ah, c'est là. Voilà. Alors, quelques éléments de contexte. Alors, la statistique publique, c'est une série de services dont les travaux sont extrêmement formalisés. Et notamment, la façon dont on fait évoluer ces travaux obéissent quand même à une démarche qui est très codifiée. Alors, pour une raison simple. D'une part, parce que, comme je vous dis, la statistique publique travaille majoritairement sur des grosses opérations statistiques qui demandent parfois beaucoup de moyens, des armées de gestionnaires, des armées d'enquêteurs, enfin bon, donc parfois des grosses applications informatiques avec des gigas de données, donc qui demandent effectivement une formalisation, un aspect production qui est extrêmement lourd à mettre en place. Ça, c'est le premier point. Donc, toute évolution du système ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Le deuxième point, c'est que une chose aussi, une des missions de la statistique publique, c'est quand même donner des éléments de contexte
et surtout de donner des éléments, des tendances, donc assurer quand même des séries longues sur des données qui, pendant au moins, a priori plusieurs dizaines d'années, peuvent garder les mêmes concepts. Alors, ça, c'est avantage et c'est inconvénient. C'est-à-dire qu'on travaille dans des cadres prédéfinis. Effectivement, dans le cadre de problématiques émergentes, on peut rater le coche. Mais ce qui explique que, ceci explique que toute évolution de travaux, toute demande nouvelle fait l'objet d'une formalisation importante. Et cette formalisation passe par le Conseil national de l'information statistique, que certains d'entre vous connaissent, qui est donc une instance qui réunit des statisticiens publics et tout un tas d'autres acteurs de la société civile, donc organisations syndicales, patronales, organisations de consommateurs. Et c'est dans cette instance que sont discutés les besoins émis par les utilisateurs des statistiques publiques et sont émis des vœux sur la façon dont le travail de la statistique publique doit évoluer. Alors actuellement, on en est... donc actuellement, on raisonne pour la statistique publique en programme quinquennaux. Et on vient de travailler sur le programme quinquennal 2014-2018. Donc ça a été tout le cours en 2013. Donc avec des séances de travail dans le cadre du CNIS. Alors le CNIS est organisé en commission. Et en l'occurrence, je pense que les deux commissions qui nous intéressent principalement, nous, c'est la commission environnement et développement durable, dont je suis S-fonction secrétaire, et c'est la commission territoire. Et c'est dans ce cadre-là que sont apparus, alors bon, on peut y avoir aussi commission entreprise, mais dans ce cadre-là, principalement, que sont apparues un certain nombre de demandes. En plus, on a eu un certain nombre d'interviews, de rencontres avec un certain nombre de grands témoins. Donc sur les domaines qui nous concernent, il y a eu M. Chevassier-Louis, il y a eu Dominique Bureau pour la colomie verte, enfin donc il y a un certain nombre de gens qui ont émis un certain nombre de préconisations stratégiques sur ce que devrait être l'appareil d'observation et statistique dans les années qui viennent. Alors bon, tout n'est pas complètement figé, puisque les vœux, in fine, doivent être adoptés la semaine prochaine. Mais en fait, ce qui est apparu lors de ces discussions, déjà, il y a identification de grands enjeux transverses. Alors, quelque chose qui est remonté de façon extrêmement insistante et qui nous concerne là, au premier point, c'est la nécessité d'avoir des données locales. Donc, une territorialisation générale des données produites au niveau national, si elles ont un sens, voire aussi la production de données territoriales qui n'ont pas forcément de sens au niveau national. Donc c'est quelque chose qu'on avait déjà mis en place à l'origine. La géolocalisation systématique, notamment des fichiers, et notamment des gros fichiers nationaux, qui sont souvent des recensements sur lesquels on travaille. Alors tout ça, c'est des choses qu'on avait faites. Pour vous donner un exemple, lors des... ça a été évoqué, je pense, par un des intervenants précédents, la production d'indicateurs de développement durable. Donc on a développé les indicateurs de développement durable nationaux et à la suite de ça, il nous avait été demandé de produire un jeu d'indicateurs de développement durable territoriaux. Ce qui a été produit, on en est à la deuxième mise à jour, il va y avoir une troisième mise à jour qui va l'arriver courant du mois prochain. Donc voilà, il y avait déjà la volonté de diffuser de la donnée au niveau local. La géolocalisation, actuellement, on a géolocalisé par exemple tout ce qui est infrastructure de transport, tout ce dont on dispose, arrêt de bus, gare, etc. Tout ce qui est aussi permis de construire. Donc tout ça, il y a beaucoup de choses qui ont été géolocalisées. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un train déjà qui est déjà bien en marche. Par contre, une préoccupation, je pense, qui n'était peut-être pas apparue de façon aussi prégnante les fois précédentes, c'est qu'il y a ce besoin de données territoriales, mais un besoin de données territoriales comparables entre territoires. Comparables entre territoires au niveau national, mais aussi au niveau international. Il y a eu une grosse demande de comparabilité internationale, donc avec des chiffres nationaux qu'on puisse comparer entre les différents États européens. Ça me paraît important de voir ça parce que du coup, je pense que ça a des implications assez fortes sur l'articulation entre le travail du niveau national et éventuellement les échelons déconcentrés et locaux. Donc on voit que s'il y a une comparabilité, ça implique peut-être qu'il y ait une articulation entre les indicateurs territoriaux qui seraient produits au niveau national et ce qui se ferait au niveau local. Puis, bon, en dehors de tout ça, il y a eu effectivement un certain nombre de problématiques, alors émergentes ou pas émergentes, qui sont apparues. Bon, pauvreté et précarité, bon, on ne peut pas dire que ce soit émergent, mais il y a eu un accent particulier, notamment qui a été mis sur les aspects précarité énergétique, donc sur lequel on avait pas mal travaillé ces derniers temps. Économie circulaire,
Donc ça aussi, c'est revenu plusieurs fois. D'ailleurs, c'est à la suite, en plus, des tables rondes de la dernière conférence environnementale. Les aspects multimodalités, bon, ça c'est dans le sud du Grenelle, étalement urbain, et surtout quelque chose qui revient, alors pour lequel on est un peu en culotte de course, je dois dire, santé et environnement, pour lequel on n'a pas grand-chose. Juste, enfin moi, la seule chose que j'ai en tête, c'est dans laquelle la commission des comptes des transports, il avait été demandé par la ministre de l'époque un rapport sur santé et qualité de l'air extérieur, qui a donné lieu à un rapport, d'ailleurs dont certains résultats sont parus dans la presse, comme quoi le nombre de morts ici, induit par la circulation routière dans les communautés urbaines. Donc on voit là que, mais là-dessus, je pense qu'il y a un gros travail à faire, encore, qui est déjà un gros travail, ne serait-ce que de revue de l'existant, parce qu'il y a quand même pas mal de travaux qui existent, et notamment au niveau étranger. Et puis donc, une demande accrue d'indicateurs sur l'économie verte, donc justement sur la soutenabilité de l'économie, et notamment la façon dont l'économie, on passe d'une économie plus productiviste à une économie plus verte. Donc des choses ont été faites, mais il y a quand même notamment pas mal de choses qui nous sont demandées, à la suite, entre autres, de réflexions qui avaient eu lieu dans le cadre du rapport Stiglitz. Alors, parallèlement à ça, on a des éléments de contexte. Bon, je ne vais pas vous faire pleurer sur mon sort, mais néanmoins, on a une contention sur les moyens qui est très forte, budgétaire et humain. Là aussi, c'est un élément, alors, quand on n'a pas de moyens, on essaie de faire travailler son imagination, et c'est aussi un élément qui nous amène effectivement à voir comment on peut travailler avec d'autres acteurs pour produire de la statistique publique, à d'autres acteurs qui n'appartiennent pas à la statistique publique et qui produisent de la donnée. Un autre point qui est aussi important, diminution de la charge statistique. Alors c'est vis-à-vis notamment des acteurs économiques, c'est qu'actuellement, il n'y a plus possibilité de lancer d'enquêtes, et notamment de demander des données à des entreprises, notamment si ces données, l'administration, avec un grand A, en dispose déjà par ailleurs. Alors vous voyez par exemple, notamment sur tout ce qui est données comptables ou données de commerce extérieur, il y a deux grosses administrations, que ce soit les impôts ou les douanes qui en disposent par ailleurs, et donc il faut en gros récupérer ces données auprès des administrations concernées, sachant que ce n'est pas forcément aussi simple, parce que ce n'est pas forcément les mêmes concepts, ce n'est pas forcément les mêmes... enfin bon. Mais donc, du coup, ça simplifie effectivement la charge statistique vis-à-vis des entreprises, mais pas vis-à-vis des services statistiques. Mais bon, c'est quelque chose qu'il faut avoir. La démarche étalable, alors étalable, je ne sais pas si vous êtes familier, c'était une démarche qui a été instituée donc à l'origine par le cabinet du Premier ministre, qui a déjà 3-4 ans et de toute façon qui est toujours d'actualité, qui est l'obligation faite aux administrations de mettre gratuitement sur les sites, à l'occurrence à l'époque il y avait un site gouvernemental qui était data.gouv.fr, mais bon ça a un peu évolué maintenant, enfin de mettre à disposition de tout le grand public la totalité des données dont il disposait à partir du moment où il n'y avait pas des problèmes de secret liés soit au secret commercial, enfin, des divers secrets qui pouvaient se poser. Alors, il se trouve qu'en ce qui concerne les séries statistiques, c'est une démarche qui est initiée depuis très très longtemps, parce que c'était une démarche déjà qui nous était demandée au niveau européen. Donc, on trouve quand même beaucoup de choses sur tous les sites statistiques. La question qui se pose, et c'est quand même une question majeure et qui a été évoquée, je crois, dans l'exposé précédent, c'est il y a beaucoup de données qui existent. C'est quels sont les modes d'emploi. C'est le problème des métadonnées. C'est vraiment quelque chose qui est quand même très difficile, c'est qu'on voit que toutes les données ne sont pas, et ça c'est une des limites à mon avis d'Etalab, toutes les données ne sont pas facilement accessibles, enfin utilisables comme ça. Et on peut dire effectivement, sur certains sujets, si on n'a pas une méthodologie, si on ne sait pas exactement ce que recouvrent les données, on peut pas dire beaucoup de bêtises. Donc ça c'est une des limites qu'il peut y avoir, et donc bon, ça implique forcément une gestion des métadonnées, mais donc là-dessus, ça implique aussi peut-être d'ailleurs de notre part une offre de produits beaucoup plus compartimentée suivant les publics auxquels on s'adresse. Ça, j'y reviendrai. L'open data. Alors, l'open data, alors bon, la statistique publique concernant l'open data est sans doute très en retard. Alors, sur l'open data, je pense qu'il y a deux aspects. Un qui est l'open data et l'autre qui est plutôt accès aux données privées. L'open data, a priori, aucun service statistique actuellement ne fait du moissonnage sur Internet pour récupérer tout un tas de données et essayer d'élaborer des indicateurs. Néanmoins, nous, spécifiquement, on a été amené à travailler avec un certain nombre d'acteurs économiques qui font ce genre de travaux. Et c'est parfois des indicateurs que nous, on utilise.
que nous on utilise, alors ils ont des limites, hein. Ils ont des limites, je pense, mais néanmoins, je trouve qu'ils peuvent enrichir de façon assez sensible le diagnostic qu'on peut, les diagnostics qu'on peut produire. Alors, je vais prendre un exemple sur l'emploi vert. On a été mené récemment à travailler avec une boîte que vous connaissez peut-être, qui sort, alors qui fait, son boulot, c'est faire du moissonnage d'articles de journaux, etc., concernant les entreprises sur Internet. Et à partir de là, elle peut produire des indicateurs mensuels d'évolution d'emploi, et notamment d'évolution d'emploi vert. Alors, il y a des limites, hein, parce que c'est exact que de toute façon, ça n'est vrai qu'effectivement s'il y a création ou destruction d'entreprise, que si effectivement les effectifs sont mentionnés dans l'article de journaux correspondants, ça ne permet pas de voir éventuellement s'il y a une évolution de l'activité, notamment s'il y a un verdissement de l'activité, ça permet, les articles ne permettent pas de le voir, l'emploi public y échappe complètement, mais néanmoins, on a travaillé avec cette boîte parce qu'on a pu regarder que c'est quand même un indicateur qui, en évolution au mois le mois, n'est pas inintéressant à regarder. Alors après, effectivement, c'est là où il y a une coordination à avoir avec ce genre de boîte, c'est-à-dire que ça implique que nous, on a donné le cadrage. Alors évidemment, nous, on sort des emplois. L'emploi vert qu'on a dû sortir, c'est 2011. On va bientôt sortir 2012. On est début 2014, donc on est très en retard par rapport au train. Mais néanmoins, ça permet au moins de recaler et de voir la façon dont on peut traiter ces données. Donc là-dessus, à mon avis, il y a une piste intéressante. Bon, mais on voit bien que c'est à chaque fois, c'est des contacts individuels, donc c'est assez lourd à mener. L'autre travail, mais qui, alors là, qui est peut-être plus riche à l'avenir, j'ai travaillé sur les données privées. Et notamment avoir accès aux données d'un certain nombre d'entreprises pour remplacer certaines enquêtes. Alors, il y a actuellement une opération un peu phare, qui ne relève pas de notre contexte, mais qui relève de l'INSEE. L'INSEE a actuellement accès à toutes les données de caisse de presque tous les supermarchés, sauf un. Donc, je vous laisserai deviner le nom. Et ce qui lui permet effectivement d'avancer beaucoup sur le calcul de l'indice des prix et d'avoir d'un coup un gisement de données extrêmement riche. Typiquement, nous, en ce qui nous concerne, je pense que moi, je vois sur les domaines qui nous occupent deux possibilités sur lesquelles on pourrait travailler. Sur tout ce qui est analyse des transports, et c'est quelque chose qui est déjà en route, notamment avec l'utilisation des données géolocalisées des téléphones portables. C'est typiquement là, et je pense que ça pourrait sans doute, alors peut-être pas remplacer, mais au moins à faire un complément à une enquête nationale transport, comme il y a eu des placements comme il y a eu dans le passé, qui sont une enquête très onéreuse, très difficile à monter et très lourde. Donc on voit là que là, et en plus c'est des données exhaustives, donc ça implique effectivement tout un travail statistique, parce que ça impliquerait l'expertise statistique est nécessaire, ça implique de tirer un échantillon, etc. Bon, voilà qu'il y a une piste qui pourrait être importante. Je pense que sur les aspects énergétiques, alors c'est plus long terme, mais les compteurs intelligents est aussi une piste sur laquelle il faudrait qu'on s'appuie et qui pourrait, je pense, enrichir assez sensiblement les dispositifs statistiques sur lesquels on travaille. Voilà, donc là, il y a des pistes, effectivement, et je pense qui sont des pistes d'investissement, bon, qui sont assez lourdes à mener, mais je pense qu'ils sont assez riches, parce que je pense que ça, à la fois en termes budgétaires, et puis à la fois en termes de possibilités, notamment en termes de possibilités de données géolocalisées, je pense que ça peut offrir des ouvertures qu'il n'y avait pas jusqu'ici. Et puis après, il y a le problème dont je parlais un peu au début, qui est au positionnement de la statistique publique. Dans le monde dans lequel on est, des producteurs de chiffres et de données, il y en a des wagons. Sur les domaines qui nous occupent, on est loin d'être les seuls. Loin d'être les seuls. Alors, parfois même, je vais prendre un exemple, parfois même, par exemple, sur le domaine de l'énergie, entre ce que nous faisons au SOS, entre ce que fait l'ADEME, entre ce que fait le FEREN, déjà là, il y a des partages de responsabilités qui ont un gisement de données sur 50 ans qui est une mine, hein, qui est une mine et qui donc ont accès à toutes les données. Alors maintenant, il y a beaucoup d'autres opérateurs, hein, donc on voit que la question se pose du fonctionnement du FEREN, mais on voit que là, il y a trois acteurs autour de l'énergie et donc la question se pose de leur positionnement respectif. Sur l'environnement, bon, on voit bien qu'il y a tout un tas d'observatoires qui existent. Alors nous, on travaille avec les observatoires nationaux, notamment beaucoup avec l'Observatoire national de la biodiversité, etc. Donc avec eux, on a des échanges fréquents, c'est eux qui... Donc nous, on apporte une certaine expertise, ils enrichissent les données, donc on voit là que là-dessus, il y a tout un travail à mener. Bon, les pistes sont ouvertes, bon, il y a un certain nombre d'idées qui sont apparues, mais donc sur lesquelles on pourra revenir. Il y a aussi quelque chose qui est apparu dans le cadre du CNIS,
c'est sur des domaines qui ne sont pas couverts par la statistique publique, la possibilité de ce qu'on appelle étalonner dans le langage du CNIS, mais enfin qui revient en l'occurrence à certifier les chiffres parus que font paraître des opérateurs privés. Alors il y a eu certains travaux qui ont été menés dans le cadre du logement, parce qu'on voit par exemple sur le prix du logement, il n'y a pas vraiment de données statistiques fiables, et donc il se pose vraiment la question de si on ne pouvait pas certifier un certain nombre de données qui sont publiées fréquemment par certains opérateurs privés. Alors je pense que donc il y a une réflexion assez forte à avoir. Je pense que le rôle de la statistique publique, déjà il y a un rôle vis-à-vis de nos politiques pour éclairer les choix politiques. Mais il y a un rôle vis-à-vis du grand public qui, à mon avis, déjà qui est très important pour éclairer le débat public, donc donner certains éléments de cadrage, pour la compréhension des enjeux et la connaissance des grandes tendances. C'est quelque chose qui me paraît assez fondamental. Et d'ailleurs, qui pourrait d'ailleurs poser des questions sur la façon dont on envisage nos travaux à l'avenir, parce qu'on pourrait imaginer que sur les domaines qui nous occupent, sortir et commenter des chiffres au mois le mois, est-ce que c'est forcément ce qui est le plus pertinent? Alors c'est effectivement intéressant parce que c'est ça qui fait le buzz, mais est-ce que c'est vraiment le rôle de la statistique publique? Là, c'est une question qui fera, notamment en plus de la contention de moyens auxquels on est confronté, qu'il faudra qu'on se pose. Alors juste pour terminer, parce que je vais déjà un peu avoir dépassé mon temps, quelques points sur les projets en cours, enfin du moins ceux qui pourraient vous concerner. Alors GeoIDD, parce qu'il y a des choses qui me sont remontées, donc c'est un outil cartographique que vous trouvez sur le site du service. Et donc là, typiquement, donc, on va essayer d'alimenter, donc, qui permet d'avoir des cartes avec un certain nombre d'indicateurs. En gros, actuellement, il y a 2 tiers d'indicateurs environnementaux et 1 tiers transport. Donc l'idée, ce serait quand même d'enrichir la palette d'indicateurs existants. Et aussi, pour enrichir la palette d'indicateurs existants, s'appuyer, parce qu'on a des problèmes de moyens, on a un réseau de statisticiens dans les DREAL, s'appuyer sur ce réseau qui permettrait donc d'identifier les problématiques pour lesquels au niveau local il y a le plus de demandes, et enrichir ça avec des indicateurs nationaux, voire peut-être à terme avec des indicateurs typiquement locaux. C'est-à-dire pour lesquels il n'y aurait pas forcément de comparaison complète d'un territoire à l'autre, mais pour lequel ce serait éventuellement possible. On a travaillé aussi, donc ça c'est quelque chose qui est en cours, sur la gestion opérationnelle de la connaissance, qui était un des projets du CGDD, du Commissaire général au développement durable. Donc justement, l'idée, c'était de se dire, dans un monde où il y a quand même beaucoup d'initiatives qui existent au sein de l'administration d'ailleurs, ou au niveau local, comment on arrive à faciliter l'accès à ce qui existe. Donc c'est faciliter déjà la connaissance de ce qui existe, et aussi l'accès, c'est-à-dire savoir comment on peut interpréter et utiliser ce qui existe. Donc les premiers travaux qui ont été menés, ça a été justement sur l'aspect géolocalisation. Et donc, déjà, rien qu'au sein du ministère et avec l'INSEE, voir comment on pouvait faciliter la géolocalisation de l'information et sa mise à disposition. Bon, géolocalisation, j'en ai parlé. Alors, BPE, c'est base permanente des équipements, c'est un outil géré par l'INSEE, et donc dans lequel nous avons mis donc, tout ce qui est les infrastructures de transport. Nous travaillons aussi, mon dernier point, sur l'élaboration de kits régionaux avec l'INSEE, qui sont, alors, c'est des outils qui sont utilisés au sein des DREAL et de l'INSEE, et qui permettent donc sur certaines problématiques de travailler, notamment il y a eu un kit régional sur kit CO2 qui permettait de voir au niveau du territoire l'émission des gaz à effet de serre. On travaille sur un kit typiquement aussi sur l'étalement urbain et sur la précarité énergétique. Celui-là permettra d'identifier les populations en termes de précarité énergétique. Donc en fait c'est une méthodologie qu'on met au point avec les différentes sources existantes et des outils informatiques qui sont utilisés après par les acteurs, en l'occurrence les acteurs locaux de l'administration, mais parfois, souvent en collaboration avec des acteurs locaux privés. Et enfin, quelque chose qui est apparu récemment, un des produits phares de l'ex-IFEN et du SOS, c'est le rapport sur l'état de l'environnement, qu'on sort tous les 4 ans. C'est une obligation européenne. Donc on va en sortir un là, en 2014, donc en septembre 2014. Et donc typiquement, la question qu'on s'est posée, c'est que le précédent rapport sur l'état de l'environnement, c'était des encyclopédies qui mettaient à disposition tout un tas de données. Et la question qu'on se posait, c'est que quel pouvait être le rapport sur l'état de l'environnement maintenant, dans un monde où, grosso modo, tout est déjà accessible. Et donc, effectivement, le rapport sur l'état de l'environnement qui va sortir va être très différent, puisque justement, ce qui va
pointer et mettre en évidence les grands enjeux environnementaux auxquels la France est confrontée. Et donc travailler vraiment sur des problématiques transverses du genre pauvreté et environnement, les aspects précarité, les aspects santé-environnement. C'est ces aspects-là qu'on traite plus que sur une description, ce qui était avant, une entrée eau, sol, etc. Et donc la question qui se pose, c'est, parce qu'il est apparu récemment dans le cas des engagements de service public, faut-il mettre des rapports sur l'état de l'environnement et faut-il en faire au niveau régional? Alors c'est une question qui nous est posée et qui m'est posée même à moi très directement. Et donc, alors, je n'ai pas de réponse. Hein. Je n'ai pas de réponse d'autant plus que actuellement au niveau régional il existe beaucoup de choses, notamment l'état de l'environnement. Pour moi, déjà, spontanément, c'était la première partie des profils environnementaux, donc, qui est effectivement l'état des lieux. Et donc, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est s'il y a eu cette demande qui est apparue dans le paysage, pour lequel, donc, évidemment, c'est une demande nationale, mais donc c'est sans doute peut-être par méconnaissance des profils environnementaux. Néanmoins, cette demande, quand on a demandé à un certain nombre de DREAL qui voulaient travailler avec nous sur cette demande, on a eu 7 volontaires. Donc, je voudrais savoir un peu à quoi correspond, pourquoi il y a eu cette demande alors qu'il existe beaucoup de choses, à quoi aussi correspond l'engouement des DREAL pour participer à ce groupe de travail, pour justement. Donc, et donc, il me semble que, alors je ne sais pas si c'est peut-être qu'il faut faire évoluer les profils tels qu'ils existent, hein, peut-être, mais peut-être aussi la question qui risque de se poser dans ce groupe, c'est quelle valorisation pour l'information environnementale au niveau local faut-il avoir et comment, de façon à ce qu'elle soit largement connue, y compris au niveau national, c'est-à-dire au niveau de nos responsables politiques nationaux. Voilà, je vous remercie.